Les ordonnances Macron de 2017 modifient sensiblement l'architecture des sources du droit du travail. Est-ce à dire que le principe longtemps retenu de la hiérarchie des normes n'a plus de sens aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir. Bonjour, je m'appelle Honorine et aujourd'hui je vais vous présenter les sources de droit du travail, un épisode d'une série consacrée au droit du travail. Les sources juridiques du droit du travail présentent plusieurs originalités par rapport à d'autres branches du droit. D'abord, on constate que les sources que certains auteurs qualifient de sources imposées occupent une place importante dans les rapports de travail. Ensuite, contrairement à d'autres branches du droit, l'originalité des sources du droit du travail réside dans l'importante présence des sources non étatiques des relations de travail. Et donc, à côté des lois et des règlements, le droit du travail va être complété par des règles négociées au niveau de l'entreprise ou de la branche professionnelle ou encore au niveau interprofessionnel. Tout d'abord, parmi les sources imposées, on retrouve les recommandations et conventions de l'OIT, Organisation internationale du travail, qui s'intéresse aux questions de droit du travail. On peut citer par exemple la convention numéro 190 de 2019 sur la violence et le harcèlement que la France vient de ratifier. Le Conseil de l'Europe, quant à lui, a adopté deux grands textes. Tout d'abord, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, qui pose notamment l'interdiction du travail forcé et le principe de liberté syndicale. En outre, d'autres droits fondamentaux proclamés par ce texte peuvent avoir une incidence en droit du travail, comme le droit au respect de la vie privée ou encore la liberté d'expression. Puis, le Conseil de l'Europe a adopté en 1961 la Charte sociale européenne, qui contient notamment des règles relatives aux conditions de travail, à l'emploi ou encore au droit de grève. L'Union européenne a également adopté de nombreux textes susceptibles de s'appliquer en droit du travail, tels que les traités et règlements ou bien encore les directives de l'Union européenne. Nous verrons par exemple, dans l'épisode consacré à la prévention des risques professionnels, l'importance des directives sur la santé et la sécurité au travail. Parmi les sources imposées se trouvent également des sources nationales, telles que le bloc de constitutionnalité. On y trouve le préambule de la Constitution de 1946, qui consacre de nombreux droits fondamentaux applicables en droit du travail. Ainsi, la proclamation du droit de grève, de la liberté syndicale, ou bien encore du droit à une formation professionnelle. Parmi les sources nationales, il faut bien évidemment citer la loi et le règlement. En effet, l'article 34 de la Constitution prévoit que la loi détermine les principes fondamentaux du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale. En outre, le pouvoir réglementaire peut intervenir par décret en Conseil d'État ou par décret simple. Le Code du travail comprend ainsi une partie législative, les fameux articles précédés d'un L, et une partie réglementaire où les numéros d'articles sont précédés d'un R ou d'un D. Ce code n'est pas le seul support des dispositions applicables aux rapports de travail. Ces rapports peuvent être soumis à des règles issues du Code civil, du Code de commerce, du Code pénal, ou bien encore du Code de l'entrée et du séjour des étrangers. Il peut également y avoir des règles fixées par arrêté ministériel, comme par exemple le modèle de l'avis d'inaptitude. Le gouvernement peut aussi intervenir par le biais d'ordonnances. Pour cela, le Parlement va autoriser le gouvernement à agir dans l'une des matières relevant de l'article 34 de la Constitution. Tel est le cas pour les ordonnances Macron du 22 septembre 2017. Enfin, s'agissant des sources imposées, l'employeur a également le pouvoir d'édicter des règles générales et permanentes via le règlement intérieur. Il a ainsi un pouvoir normatif. Selon la Cour de cassation, le règlement intérieur est ainsi un acte réglementaire de droit privé. Son contenu est déterminé aux articles L. 1321-1 et suivants du Code du travail. Le mouvement de contractualisation que connaît actuellement le droit du travail donne une place de plus en plus importante à la négociation de règles. Les conventions collectives et les accords collectifs de branche sont ainsi des textes écrits, négociés et conclus entre les organisations syndicales représentatives de salariés d'une part et les organisations syndicales d'employeurs d'autre part. Par exemple, la convention collective qui concerne le plus grand nombre de salariés en France est celle de la métallurgie qui couvre 1,6 million de salariés.
Une convention collective peut par exemple prévoir le versement de certaines primes et d'autres avantages profitables aux salariés. Conventions et accords collectifs sont soumis au même régime juridique. Toutefois, la convention collective a un contenu plus large que l'accord collectif. Elle est plus générale. Elle a vocation à porter sur l'ensemble des conditions de travail, durée du travail, licenciement, protection sociale, etc. Tandis que l'accord collectif, lui, est plus précis. Il va venir éclairer un ou des points particuliers. Par exemple, un accord collectif peut permettre de réorganiser le temps de travail des salariés. Les conventions ou accords peuvent être conclus à différents niveaux. Ils peuvent être négociés au niveau interprofessionnel, qui concerne plusieurs secteurs d'activité, au niveau de la branche professionnelle, au niveau de l'entreprise ou encore au niveau de l'établissement. Bien évidemment, la question du champ d'application de l'accord est traitée en début de négociation par les participants. Pour illustrer notre sujet, je vous propose maintenant un zoom sur l'articulation des sources conventionnelles. L'ordonnance du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective a révisé l'articulation entre les différents niveaux conventionnels. Désormais, le Code du travail attribue précisément les thèmes de négociation aux différents niveaux. La primauté de l'accord d'entreprise devient la règle et celle de l'accord de branche l'exception. Le Code du travail liste ainsi les matières dans lesquelles l'accord de branche soit a une compétence exclusive, soit prime sur les accords d'entreprise, soit enfin peut primer sur les accords d'entreprise. Parmi les domaines de compétence exclusive de la branche, nous pouvons citer par exemple les dispositions relatives au contrat à durée déterminée, par exemple sur la durée du travail totale du contrat ou sur le nombre maximal de renouvellements possibles. À l'inverse, les matières pour lesquelles un accord d'entreprise peut intervenir, mais pour lesquelles l'accord de branche prime, sont notamment les salaires, les classifications, la fixation d'une durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Pour finir, les matières pour lesquelles la branche peut primer si elle le prévoit expressément sont notamment la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risque professionnel ou les primes pour travaux dangereux ou insalubres. Le contrat de travail est également une source qui régit les rapports de travail. Il est marqué par la subordination juridique, que nous verrons dans un autre épisode. L'inégalité entre les contractants est d'ailleurs un des critères de qualification du contrat de travail. Pour conclure, mentionnons les usages d'entreprise qui sont une source majeure des droits et obligations des parties au rapport de travail, que certains qualifient de source spontanée. Les usages les plus fréquents portent sur des primes et des jours de congés supplémentaires. Attention cependant, pour qu'un usage lie l'employeur, la pratique doit remplir 3 conditions. Être générale, constante et fixe. De manière très simplifiée, l'usage doit être général, c'est-à-dire accordé à tous les salariés ou au moins à une catégorie de salariés. Il doit aussi être constant, c'est-à-dire attribué régulièrement. Enfin, il doit être fixe, c'est-à-dire ne pas dépendre de la volonté discrétionnaire de l'employeur. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Il y a donc 3 points à retenir. Premier point, les sources du droit du travail sont très diversifiées. Ensuite, les sources, comme nous l'avons vu avec la pyramide, restent hiérarchisées. Enfin, en dehors des matières confiées par le Code du travail à la branche, l'accord d'entreprise prime. Vous avez apprécié ce contenu et la pratique du droit du travail vous intéresse? Découvrez le métier d'inspecteur du travail, un métier de terrain qui vous permettra de mettre en pratique vos connaissances sur l'ensemble du champ couvert par le Code du travail et bien plus encore. À très bientôt pour un nouvel épisode consacré au droit du travail.